Comment tu fais un x4 en un an sur Amazon ? Une stratégie. C'est quoi ta strat ? Déjà, c'est faire des belles pages, des jolies pages produits. Donc nous, on a fait un vrai store Amazon avec des pages du contenu à plus. On investit beaucoup sur nos shootings. On passe en FBA, ça c'est important aussi. Tous les Fulfillment by Amazon, c'est Amazon qui gère votre stock. Exactement. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir de recevoir Vladimir Topalov. Salut Vladimir. Salut Laurent. Qui est le cofondateur avec François Marchio, qu'on salue, de Nubiance, que vous retrouvez sur nubiance.fr, nubiance.fr. Nubiance, c'est quoi ? C'est le numéro 1, mais tu définiras numéro 1, des soins dermocosmétiques pour les peaux nubiennes. Je veux bien que tu m'en dises un peu plus. Exactement, numéro 1 des soins dermocosmétiques pour les peaux nubiennes. Donc en fait, nous, on est une marque de soins pour la peau. Donc essentiellement des crèmes, donc anti-taches, anti-acné, hydratation, un peu d'hygiène aussi, qu'on vend donc sur internet forcément puisqu'on suis au panier. Et en retail, voilà, donc à la fois sur le panier a pris un gros virage retail quand même cette dernière année. Très bien, donc on est ce qu'on appelle une ONVB, effectivement. Omnicanal. Exactement, on est Omnicanal Native Vertical Brands. OMNVB. ONVB maintenant. ONVB, Omnicanal. T'as les DNVB, c'est digital, et ONVB, c'est Omnicanal, effectivement. Créé en 2015. Je t'ai pas demandé si on pouvait communiquer sur ton chiffre d'affaires. On peut, bien sûr. Je te donne les deux derniers parce que c'était peut-être plus probant, parce que les premiers c'était vraiment petit. Les deux derniers, on a fait à peu près un peu plus d'1 million d'euros en 2021 et on a fini 2022 à un peu moins de 2 millions d'euros. Donc x2 sur le OK. Et cette année tu vises ? Ouais, cette année enfin encore x2, donc on vise 4, ouais, 3, 5, 4, allez, pour pas trop. Le problème c'est le stock qu'il faut quand même ménager et payer. Donc voilà, il y a des vraies problématiques en ce moment je sais pas si tu as reçu des gens qui t'en ont parlé, mais il y a beaucoup de tensions qui se sont faites en post-Covid sur les appros. Donc on n'a pas forcément la capacité à assumer la croissance, à soutenir. Voilà, c'est ça. Okay. C'est grandir trop fort, grandir il faut maîtriser la croissance, quoi. Maîtriser la croissance. Okay. Dermato-cosméto, OK. Peau nubienne. Peau nubienne, donc c'est pour faire résonance un peu au terme peau caucasienne. Les peaux nubiennes, c'est les peaux noires mates et métissées, donc c'était un peu long à dire. Donc on a créé un mot, peau nubienne, et on l'a déposé d'ailleurs à l'INPI. Donc voilà, c'est des phototypes 3 à 6. Donc c'est quoi un phototype ? Phototype, c'est les carnations de peau. Enfin, c'est les phototypes 0, c'est les gens très très blancs qui vivent, tu vois, en Norvège ou qui ont 0 mélanine, tu vois, enfin qui ont genre 2 heures de soleil par jour. Ouais. Et les phototypes 6, c'est les gens qui ont la peau très noire, plutôt dans les régions, tu vois, Mauritanie, Mali, etc. Voilà, donc voilà, t'as 6 phototypes, et nous on s'est focusé sur les phototypes 3 à 6, donc peau mate à foncé. Voilà. Ok, mélanine, ouais, c'est ça. C'est quoi la mélanine ? Bah, c'est ce qui fait que t'es plus ou moins blanc ou noir en fait. Ok. Et alors désolé pour les questions si elles sont un peu cons ou candides, mais donc il y a 6 phototypes qui vont de 0 à 6, de très blanc à très foncé. Tout à fait. Mais quelle que soit la teinte, enfin ça peut être noir, ça peut être brun, ça peut être, tu vois, ouais, bien sûr, toutes les teintes sont pas les mêmes. Bien sûr. Okay. On a des clientes qui ont ou des clients, parce qu'on a aussi des hommes
qui ont la peau mate, qui sont blonds, tu vois, enfin ça peut arriver. Aujourd'hui, Nubiance, comme je te disais tout à l'heure, Nubiance, on est une marque qui se développe dans pas mal de pays. On n'est plus focusé sur uniquement l'Afrique où on a commencé, on en parlera après. Mais voilà, aujourd'hui, on est une marque reconnue pour les peaux mates à foncées. Et d'ailleurs, on commence à aller prendre des clientes qui ont la peau beaucoup plus claire parce qu'elles voient qu'il y a des résultats sur les peaux noires qui sont plus compliqués à traiter, notamment sur les taches et l'acné. Et voilà, on s'est dit qu'on allait ouvrir un peu la marque aussi à ces peaux-là, plus claires, voilà, et sur plusieurs types de produits qu'on réfléchit toujours avec nos clients d'ailleurs. Ça, je t'en parlerai après, mais voilà. Cool. Je vais pas trop teaser non plus. Non, un petit coucou au One-to-One Monaco où on s'est rencontrés cette année. Tu fais des salons, t'as fait les Big Boss entre autres, mais t'as fait aussi le One-to-One. One-to-One, coucou. Ça t'a plu ? Ça m'a plu. Je suis parti, j'étais invité, donc c'était vraiment sympa. Donc déjà, l'organisation était top. J'ai vu des gens intéressants. Écoute, j'ai pas fait de deal tout de suite, mais au moins j'ai mis des visages sur des noms et j'ai rencontré des gens intéressants, dont toi d'ailleurs. On s'est croisés un peu par hasard. Dans un bar à 3h du matin, complètement bourré. Non, c'est pas le dire. Non, c'est pas vrai. Alors, il se passe plein de choses dans des bars à 3h du matin. Certainement, à Monaco, c'est cool. Monaco. Et des deals et des rencontres assez hallucinantes. Mais, ouais. On s'est vu à Monaco, effectivement, je sais plus, à une soirée, je crois, une soirée de... Ouais, Stripe et une autre marque, je suis désolé, puisqu'elle nous a invités. Non, pardon, Salesforce. Ouais, c'est la soirée Salesforce. Peut-être, je me rappelle. Ouais. Je crois que c'est Stripe, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est peut-être le Salesforce et Stripe. Ouais. Ce serait possible. Possible. On les embrasse. Bref, on s'est rencontrés, j'ai trouvé ton histoire hyper intéressante parce que en l'espace de 3 minutes, tu m'as pitché un peu ton parcours que je vais essayer de vous rendre là, mais tu le diras mieux que moi. Tu pars en VIE après tes études au Gabon pour le Crédit Agricole. Tu passes ensuite chez Diageo, qui est un distributeur de produits un alcoolier, vin et spiritueux. Alors pardon, sur le Gabon aussi, dont tu prends la direction juste après ton VIE. Tu restes, donc tu découvres la distribution, le retail sur le Gabon et pays limitrophes. Tu passes ensuite chez Michael Page avec du recrutement de C-level dans les FMCGs. Donc C-level, c'est des dirigeants, des chiefs quelque chose. Les FMCGs, c'est les Fast Moving Consumer Goods. Donc c'est la grande conso, pour faire simple, sur le continent africain. En parallèle de ça, d'ailleurs, tu montes une équipe. Alors, vous voyez pas, mais Vladimir, vous doit faire 2 mètres à peu près. 2m02, ouais. 2m02. Tu montes, t'as frôlé avec le basket professionnel, t'as fait ton stage à la NBA, et tu montes une équipe de basket au Gabon. Gabon, ouais. Tu rentres en France et pour plein de raisons, et on en parlera, tu peux m'en parler pour plein de raisons. Plutôt raisons perso, ouais, mais... Des raisons perso, mais aussi le hasard des rencontres. Tu décides de lancer Nubiance. 5 ans au Gabon, plus à peu près 5 ans à placer des gens sur le marché africain. Qu'est-ce que t'en apprends? Qu'est-ce que t'en retires? Beaucoup de choses. Alors, je veux absolument faire attention à pas faire des généralités, parler de l'Afrique comme d'un seul ensemble. L'Afrique, c'est un continent qui fait 1,5 milliard de personnes. C'est 4 fois l'Europe ou 3 fois l'Europe. Toi, t'étais sur une zone de cette Afrique, une petite zone de cette Gabon, qui est un petit pays, ouais. Donc, on va pas faire des généralités, mais sur cette zone, ou en tout cas de ton expérience, qu'est-ce que tu apprends, qu'est-ce que tu retiens? J'ai fait mes armes là-bas. J'ai effectivement commencé dans la banque, donc c'était pas forcément un métier qui me collait à la peau. Dans le marketing, etc. C'était sympa, mais voilà, j'ai vite switché vers un job plus terrain. Qu'est-ce que j'en apprends? J'ai gardé des réflexes de l'époque déjà, les négos, etc. Tout ce qui est avant-vente, vente, après-vente, avec des gens plus ou moins recommandables parfois, enfin dans le cas dans l'alcool. J'ai dealé avec des gens un peu, c'était très sympa. Enfin, on a des boîtes de nuit, des restaurants, on parlait des Corses et des Libanais, c'était ça, c'était une époque. Je veux bien que tu me racontes ce que tu me disais. On a parlé pendant 1 heure, mais tu m'as fait découvrir un truc. Vous le savez peut-être, chers amis, si vous connaissez le marché de la restauration à Paris, mais il y a quand même une grosse surreprésentation des Auvergnats, Auvergnats, et Corréziens. Et tu me racontais un truc intéressant. À l'époque, en fait, quand De Gaulle était au pouvoir. Il y avait un dispatch en fait des domaines d'activité, donc
Les Auvergnats avaient demandé plutôt la restauration, voilà. Les Corréziens, pareil. Les bars tabac, etc. dans Paris. Puis les Corses n'avaient pas forcément été servis. Et à grand renfort de lobbyistes auprès du général de Gaulle, les Corses ont obtenu, entre guillemets, un droit d'exploitation de tout ce qu'ils voulaient en fait en Afrique. En fait, donc il leur a dit voilà, prenez ça. Quand et les bonne partie des pays étaient encore ouais, les frontières ont été voilà, c'est ça, plus tard, voilà, l'indépendance est arrivée et donc De Gaulle bon maintenant c'est connu, il n'y a pas de secret, je ne dévoile rien. De Gaulle a placé quelques présidents africains à l'époque, hein. C'est une époque révolue donc on peut en parler. Et donc voilà, les Corses ont pris une place prépondérante dans le milieu de la nuit, en tout cas en Afrique, et de la restauration, du tourisme un petit peu, mais un peu moins. En tout cas voilà, les casinos aussi, pas mal. Je me rappelle d'un casino à Libreville où je vivais, qui était toujours plein. Enfin, c'était assez incroyable, quoi. Beaucoup de succès voilà, parce que bon, c'est des business dans lesquels le cash tourne bien, et voilà. Donc ouais, j'ai vendu de l'alcool pendant quelques années. Alors, au-delà des bars et des boîtes de nuit, t'as aussi fait des têtes de gondole dans des ouais. C'est ça, alors j'ai pas fait moi tête de gondole, j'aurais pu, j'ai la taille, mais non, j'ai fait des têtes de gondole en fait, effectivement. Je travaillais avec les distributeurs le matin, tu vois, je faisais mes implantations, etc. Donc ça se passait plutôt bien, on était contents, on avait des bons résultats. Je travaillais aussi bien avec des grands magasins que des petits magasins de quartier, dans lesquels mes produits étaient vendus parfois, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, à côté des étals de poissons séchés, etc. Mais ça se vendait bien, tu vois, ce qu'on appelle les spiritueux très chers, comme GNB, en tout cas pour le pouvoir d'achat moyen là-bas, c'était assez cher. Le GNB, le White Horse qu'on vendait beaucoup au Gabon, c'est un whisky un peu très populaire là-bas. Et on avait le soir des animations dans les boîtes de nuit, voilà, donc avec des animations, des lancements, etc. Moi, j'avais une voiture estampillée GNB, voilà, donc je passais dans la rue de Libreville avec mes cadeaux, mes t-shirts, voilà, je distribuais, voilà, un petit peu. C'était une époque sympa dans laquelle j'ai pas mal appris, voilà, sur beaucoup de choses, et sur moi-même d'ailleurs. Ah, GNB, pardon, GNB, ouais. Oui, pardon, j'étais... Ok, autant pour moi. En fait, les marques du groupe Diageo, elles sont assez connues, c'est GNB, Johnny Walker, Smirnoff, Bellez, on a tous connu ça dans nos soirées étudiantes. Ouais. Voilà, là, il y a une JV qui s'est faite aussi avec le groupe LVMH. Mais voilà, c'est des marques assez prestigieuses, voilà. Donc, j'ai lancé notamment la Smirnoff Ice, je sais pas si les gens se rappellent de ça. C'est un mix, un prémix, pardon. Voilà, que je vais certainement renouveler ou raviver des souvenirs à certaines personnes dans ton auditoire. 5 ans donc sur place. Est-ce que tu as des réflexes retail aujourd'hui que tu as appris lors de cette expérience et qui te servent encore? Oui, ouais, clairement, très basiquement, faire une TG, tu vois, pour moi une TG, tête de gondole. Ouais, tête de gondole. Tu vois, une belle TG, c'est beaucoup de produits. Je dis souvent ça à mon équipe, notamment à Justine qui anime les pharmacies, et je l'embrasse. D'ailleurs, je salue toute mon équipe, Nubiance. mais voilà, pour moi, une belle TG, c'est beaucoup de produits. C'est un produit, c'est pas deux, c'est un seul produit. C'est un prix bien revendiqué. Et c'est du stock, quoi, du stock. Donc voilà, j'ai gardé ces réflexes-là, finalement. Voilà, après les négos avec... t'as toujours des négos. Moi, aujourd'hui, je négocie avec des groupements pharmaceutiques. Voilà, t'as des négos qui sont plus ou moins difficiles. Alors, c'est fini l'époque où ils mettaient le chauffage à fond pour faire craquer les commerciaux, etc. C'est terminé. Mais ça reste tendu. Voilà, tu défends ta marque, tu défends tes produits, donc t'as besoin d'un certain aplomb, quoi. Tu rentres en France, tu prends différents jobs dans le recrutement, et par le hasard des rencontres, tu rencontres François Marchio. Ouais, je vais arriver. Marchio, si vous le cherchez sur LinkedIn. Alors ouais, François, c'était une rencontre effectivement déterminante en fait pour Nubiance et pour moi. Je l'ai rencontré en fait grâce à mon cousin qui s'appelle Marc Mitrofanov, encore un russe. Qui à l'époque l'avait connu sur une intervention bénigne,
Et donc François avait une molécule super intéressante pour contrer les méfaits de l'hydroquinone en Afrique notamment. Les femmes se dépigmentent beaucoup la peau, et François en fait avait une alternative à ça, pas toxique du tout, et 4 fois meilleur en termes de résultats. Voilà, donc attends, je reprends juste, mais l'hydroquinone, ouais. Hydro avec un H évidemment, ouais. Quinone, est une molécule qui permet de dépigmenter la peau. Ouais. Alors t'as plusieurs degrés de toxicité et de qualité. Le problème, c'est que l'hydroquinone, c'est toujours prescrit d'ailleurs par les dermatologues aujourd'hui, c'est toujours prescrit pour des problématiques de taches, etc. Plutôt de taches, d'hyperpigmentation. Mais ça peut être vite détourné, et t'as des qualités très très basses à 8 € du kilo, tu vois, qui permettent de faire des formules un peu, tu vois, dans sa cuisine, et se défoncer la peau littéralement avec des produits. Moi, j'ai vu des choses en Afrique qui sont assez choquantes, hein, dans la manière de communiquer des marques, qui mettaient des mannequins avant-après, tu vois que c'était vraiment clairement du Photoshop. Vraiment, avant t'as la peau noire, et après t'as la peau quasiment blanche, tu vois, grâce à notre produit en 2 semaines, quoi. C'était horrible. Enfin, voilà, c'était vraiment pas pour moi en tout cas, c'est pas du tout l'axe tu vois, de communication de Nubiance. Nous, on a toujours retiré ces termes-là, tu vois, éclaircissant, blanchissant. On a toujours voulu être une marque, tu vois, inclusive, et redonner finalement leur peau, si tu veux, leur peau, pas de bébé, mais leur peau originelle aux gens, voilà. Ouais. Et voilà, donc lutter contre les taches, l'acné, mais surtout pas blanchir la peau des gens. Non, c'était pas du tout le but. Mais donc cette molécule existe, elle coûte pas cher, donc les gens font n'importe quoi avec. À la base, elle sert à enlever des taches, mais tu peux l'utiliser pour dépigmenter, blanchir. Les mots sont justes? Ouais, c'est ça, c'est dépigmenter. Enfin, on appelle ça la dépigmentation volontaire en Afrique. Voilà, c'est plus ou moins amateur, hein. T'as des marques qui ont fait leur réputation là-dessus, puis t'as des marques, t'as beaucoup de consommatrices qui vont acheter un lait corps, par exemple un lait corps hydratant, qui vont mélanger après avec de l'hydroquinone acheté au marché, et donc s'abîmer la peau. Voilà, donc c'était pas forcément c'est une molécule, tu vois Michael Jackson, c'était de l'hydroquinone, voilà, mais à très haute dose. Voilà. À très haute dose, voilà. Ok. Et donc toi, tu rencontres François, qui a une molécule qui est une alternative 4 fois plus efficace et beaucoup moins dangereuse. Exactement. Ok. Pas dangereuse du tout d'ailleurs. Pas dangereuse du tout. Oui, pas dangereuse. Pas dangereuse. Si tu la bois à l'état pur, oui peut-être, mais non. Donc aucun danger, 4 fois plus efficace, et qui permet de redonner, en tout cas de poser cette promesse qui est de redonner de l'éclat à la peau. Et son aspect originel. Ouais, ça c'est la molécule en fait que lui voulait en fait. En fait, on se rencontre à un moment où lui est sûr d'avoir une idée top. C'était de créer une marque en fait, de créer déjà des produits pour contrer les méfaits de l'hydroquinone en Afrique. Voilà, ça c'était le postulat de base. Et moi, je suis arrivé après avec mon cousin, donc Marc, nous a mis en relation parce que moi j'avais un bon réseau en Afrique que j'ai gardé. Et en fait, il m'a dit voilà, Vlad, j'ai une super idée, machin. Par contre, j'ai pas de réseau. Moi, j'ai dit j'ai pas d'idée, mais j'ai le réseau. Donc, allions-nous et créons un truc. Voilà. Donc, on a créé Nubiance comme ça. En marque blanche pour commencer. Yes. Vas-y, raconte-moi. Marque blanche pour commencer. Donc, on développe des produits. Donc, on tâtonne parce que moi, je viens pas du tout de ce métier-là. Enfin, moi, j'ai pas le syndrome de l'imposteur, mais presque. Hein. Je viens pas du tout de ça. Je viens du retail pur et du recrutement finalement. Donc j'ai quelques contacts encore en Afrique prêts à nous prendre nos produits. François, lui, il connaît bien le B2B, mais il connaît pas le produit fini. Donc moi, voilà, on arrive vers les distributeurs, on leur dit voilà, ça vous intéresse ces produits-là, on vous les file, vous mettez votre logo dessus et vous les vendez. Ça n'a pas marché parce que il faut forcément raconter. Enfin, quand tu vends des cosmétiques, même quand tu vends n'importe quoi d'ailleurs, il faut une histoire, c'est mieux. Et donc les MDD marchent bien, mais c'est déjà des marques connues, donc enfin les enseignes sont connues. Nous on arrivait de nulle part, donc il fallait quand même. Et voilà, donc on s'est dit on va créer Nubiance. Donc le terme Nubiance, voilà, elle vient de la Nubie, donc région d'Afrique de l'Est entre le Nord Soudan et le Sud Égypte, dans laquelle les femmes sont réputées pour leur rituel de beauté. Voilà, et c'est aussi là ce qu'on appelle le berceau de l'humanité. Voilà, c'est là où on a retrouvé les premiers signes d'humanité en fait. Voilà, Lucie, etc.
Et j'ai trouvé ça intéressant de faire une marque autour de ce terme-là, donc la Nubie, Nubiance. Et comment ça t'est venu? Alors, je sais pas si je peux le dire à ton micro, mais je le dis. J'aurais préféré te dire un truc beaucoup plus politique, mais en tout cas, c'est venu en faisant la sieste, voilà, au Maroc. C'était une époque où j'allais beaucoup au Maroc, et donc je me réveille et je me dis, wow, Nubiance, wow, génial. Donc voilà. J'aime bien la sieste. Je suis un adepte de la sieste et je le conseille. Fulgurance de la sieste. Voilà. Quand il fait chaud, c'est normal. Hein, il faut le faire, faut la faire. En tout cas, à l'époque, fallait la faire. Tu me racontais que à l'époque, quand tu bossais au Gabon, les boîtes fermaient entre midi et 15h. Exactement. Et ça a changé maintenant parce que tu as ce qu'on appelle la journée continue. En tout cas pour les cadres. Tu commences tôt, tu termines tôt, c'est ça? Alors oui. Alors dans les faits, tu commences tôt, mais tu termines pas forcément tôt. Okay. Et ça, c'est arrivé sous Ali Bongo, en fait, quand son père Omar Bongo était encore aux commandes. C'était encore la sieste entre midi et 15h, et moi j'aimais bien ça parce que forcément, enfin la sieste, un break, quoi. Un break pendant les moments chauds de la journée. Exactement. Nous, on a donc chez Cosa Vostra, on a des équipes qui sont en Tunisie. On a une 20aine de personnes et alors pendant le Ramadan et pendant les moments chauds de l'année, on fait des journées continues mais raccourcies. Tu commences plus tôt, tu termines un peu plus tôt. Ouais. Mais le piège entre guillemets dans ça, c'est que les cadres qui sont forcément plus animés au résultat ou tu vois, enfin, ils bossent plus. Donc au final, tu rajoutes des heures. Exactement. François, pourquoi il a besoin de toi? Parce que t'as le réseau? C'est déjà parce que je suis sympa. Cool. Non, on a tout de suite accroché. En fait, lui, c'est un entrepreneur déjà depuis. Ah, c'est un entrepreneur, c'est pas un chercheur. Alors, il a les deux casquettes. Hein. Il est chimiste de formation, mais il a été numéro 1 de Merck USA pendant 10 ans. La partie pigment, donc c'est quand même un gros profil, reconnu dans l'industrie. Je me suis pas lié à n'importe qui, quoi. J'ai pas fait ça comme ça. Intéressant. Voilà, j'ai pas voulu, voilà. Donc et d'ailleurs, je me serais pas lancé tout seul, tu vois. Enfin, c'est pas un truc, les cosmétiques, tu vois. Enfin, c'est pas un produit. Je suis pas fan. Je ne suis pas passionné par le produit. J'ai toujours dit, je l'assume. Je recrute des gens passionnés, je recrute des gens qui adorent ça et qui sont dans la cible. Mais alors moi, je suis pas du tout un passionné. Par contre, j'adore le marché, j'adore le business, j'adore mes clientes et j'adore avoir la data, quoi. Je suis un data freak. Et voilà, donc François, effectivement, il a besoin de moi. Il aurait pas pu se lancer tout seul. Il avait déjà sa boîte, il avait déjà Citeon à côté, ouais. Qu'il a toujours, et c'était compliqué, il n'était pas du tout produit fini. Enfin, moi, j'ai une culture retail. Et Citeon, donc sa boîte aurait pas pu lancer ce produit, il aurait pas pu lancer ce produit avec cette boîte. C'était pas sa boîte à lui, non, hein, il est gérant de cette boîte, c'est ok, d'accord. C'était pas, non, enfin, sa boîte, Citeon, elle est américaine, c'est une boîte américaine, et lui, il gère la partie Europe. Okay. Et en fait, c'est du B2B, quoi. Donc c'est vraiment des réflexes B2B, okay. C'est pas du tout, enfin, c'est pas produit fini, quoi, tu vois. Donc il y avait une vraie complémentarité entre vous deux. Et cette molécule, c'est lui qui la trouve? Ouais, c'est son associé donc dans Citeon qui est basé aux States, qui s'appelle Ratan Chaudhuri. C'est un chercheur qui a autant d'années que de brevets, me dit souvent François, parce qu'il a 78 ans, je crois. Voilà, et donc, mais par contre, c'est un gros chercheur, voilà, et donc il n'est pas que chercheur, hein, il trouve aussi. C'est aussi un trouveur, et donc en fait leur business, c'est ils ont une quinzaine de molécules en fait, dont le bakuchiol. On parle beaucoup du bakuchiol en fait dans les cosmétiques aujourd'hui. J'invite tes auditeurs. Comment tu l'écris? BAKUCHIOL. Donc c'est une molécule qui est le nouveau rétinol en fait. Hein. C'est une molécule qui est à la fois anti-acné, anti-tache, anti-âge. On a pas mal de claims qu'on peut avancer dessus. Et c'est une trend en fait sur les réseaux sociaux qui est en train de bien prendre, notamment sur les réseaux sociaux, mais pas que. Hein. Dans l'industrie, ce bakuchiol, ça devient. Et nous, on en met partout. Donc quasiment dans tout le produit, en fait, on adore cette molécule et nos clientes aussi. Voilà, donc, Mais alors juste en termes de pays, je t'ai pas posé la question pendant qu'on préparait l'entretien. La pays est à qui? La propriété intellectuelle, pardon, de la... Nubiance? Ouais. Ou de Citeon? Non, de cette molécule que vous allez utiliser. C'est à Citeon. Voilà. Donc toi, t'as une licence, t'as un contrat d'utilisation. Un contrat d'utilisation. En fait, j'ai intégré moi Citeon dans mon business. En fait, ça a été un petit peu un deal entre moi et lui. C'est que on devient partenaire, donc Citeon est actionnaire de Nubiance. En échange de quoi? Je m'engage à ne prendre que chez eux et il y a quelques royalties, etc. Mais c'est aussi un moyen pour moi d'acheter les molécules à un prix préférentiel par rapport au marché. Tu vois, le bakuchiol, c'est une molécule qui vaut à peu près 1 000 € du kilo.
Bon, bah, moi, je l'ai pas à ce prix-là, tu vois. Voilà. Versus 8 euros pour la Hydroquinone. l'hydroquinone. Enfin, hydroquinone, c'est, ouais, là, 8 euros de kilo, c'est vraiment la qualité, vraiment La merdique, qualité, hein. ouais. C'est, Et une qualité standard, normale, bonne, j'en sais rien. je sais pas, ça, 100, 120, 130. Donc t'es à 10 fois plus cher quand même du kilo. Prix marché, enfin en tout cas prix B2B. Ok, intéressant. Et je peux te demander quel est la cap table de Nubiance? Ouais, alors moi je suis majoritaire. Cithéon, François, ils ont pris un petit peu, enfin à la base on a créé Nubiance avec Marc, le chirurgien plasticien, donc Marc Petofanov, François et moi. On avait partagé à peu près, tu vois, à 33, tu vois, et on a fait rentrer des gens, donc forcément on a dilué un peu de capital. Tu t'es relué? Je me suis dilué. Je me suis pas encore relevé, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que. Ah, mais t'es majoritaire, pardon, t'es principal. Ouais, c'est oui, ça, ok, excuse-moi. Je suis encore. Enfin, je suis pas majoritaire, mais c'est moi qui ai le plus de parts dans la boîte. Ouais. C'est aussi un peu normal, c'est moi qui travaille le plus. Mais en tout cas, non. Enfin, en tout cas, au début, on s'est dit, voilà, Nubiance, tu vas la faire tourner. Moi, je voulais créer ma boîte depuis longtemps. Ça faisait longtemps que je voulais créer une boîte aussi, tu vois. J'avais ça qui me démangeait et je voulais vraiment créer une boîte à impact, tu vois, vraiment un truc qui ait du sens et qui puisse vraiment avoir un impact sur la vie des gens. Donc, j'avais trouvé mon. Ouais, il y a une petite mouche qui vole. J'avais trouvé mon truc, quoi. Marque blanche pendant 1 an. Et vous vous rendez compte que ça, c'est assez difficile à. On va la voir. Il y a une mouche qui se balade, pardon, chers auditrices, chers auditeurs. Vous vous en foutez, mais je vous le raconte entre Vladimir et moi. Marque blanche pendant 1 an, vous vous rendez compte que c'est un peu compliqué. Mais pourtant, il y a des bons retours clients, c'est ça? Ouais, très bon retour. Test clinique aussi très concluant. Nous, on met un point d'honneur à vraiment faire des tests cliniques pour tous nos produits, tu vois, parce qu'on pense que c'est clé. Quand tu vas négocier avec des pharmaciens, etc., tu leur montres les tests cliniques, ou des dermatologues d'ailleurs. Des dermatologues, à l'époque, on était Nubiance, c'était une marque très dermatologie, on voulait être prescrit par les dermatologues et conseillers en pharmacie. Aujourd'hui, on a un peu changé notre fusil d'épaule parce qu'on est un peu plus, on s'est un peu sexifié, entre guillemets, je sais pas si ça existe. Mais à l'époque, c'était quand même une marque très austère, très dermo. Donc voilà, on a études cliniques, c'est important. Raconte-moi comment tu fais des tests cliniques de ton produit. Bah, tu payes déjà. Ouais. Tu fais ton produit, tu le développes. Donc tu fais ton brief à. Mais tu as des organismes certifiés, oui. Tu as un organisme central, tu as un organisme européen, pan-européen, mondial, comment ça? Tu as des laboratoires privés. Ok, voilà, mais qui ont un tampon, leur tampon. Bien sûr, bien sûr. Nous, on travaille avec BioEC, c'est un laboratoire privé, donc très bien, enfin on a toujours été bien avec eux. BioEC, donc c'est bio-ec.fr, chers auditrices, chers auditeurs, ils sont dans le 91, Longjumeau. Ok. Je crois. Et oui, on a effectivement on a une bonne relation avec eux. Donc le principe, c'est que tu fais ton produit, donc tu le sors, hein, parce que déjà c'est déjà beaucoup de travail, ça. Hein, un produit cosmétique, c'est 8 à 12 mois de travail. Hein. C'est pas comme ça que tu sors un produit cosmétique. Ok. Donc tu sors ton produit, ensuite tu le mets en test. Donc tu as au moins 5-6 mois de test, peut-être un peu moins, parce que on estime que au bout de 2 mois, tu as des bons résultats, enfin, ou pas d'ailleurs, sur un produit. C'est, tu vois, la peau se renouvelle en 30 jours, enfin 28 jours. Donc 2 cycles de renouvellement de la peau. Normalement, tu vois les résultats de ton produit, s'il est anti-tache ou anti-acné, tu vois les résultats. Voilà. Okay. Même avant, parfois. Tu me vois sourire, pardon. En 28 jours, la peau se renouvelle en 28 jours? Ouais. Les cellules de l'épiderme se renouvellent en 28 jours. 28 jours, exactement. C'est comme formidable la nature. Ouais, c'est si tu veux la peau. Alors la peau, c'est un organisme. C'est le plus grand organe de ton corps. Faut le savoir. Et ça en tout cas, la peau se renouvelle en fait effectivement tous les 28 jours, avec bien sûr des sessions journalières de pics de production de collagène. Et on produit le plus de collagène, enfin notre peau se régénère le plus vers 1h30 du matin. Le pic de production de collagène, quand tu dors normalement, enfin pour ceux qui dorment à 1h30 du matin, ce qui est mon cas, je me couche très tôt maintenant. Pas toujours, mais voilà. Mais voilà, on est censé dormir à 1h30 du matin, donc c'est là où ta peau se régénère le plus. Ouais. Je crois que le cycle menstruel moyen doit être de 28 jours. Je crois que le cycle lunaire est de 29 jours. La nature est quand même bien faite. Hein. Pardon, c'est une citation. Je fais pas de racisme ordinaire. C'est une citation c'est arrivé près de chez vous. Ah ouais, d'accord. Voilà. On embrasse Benoît Poulvord. Benoît Poulvord. J'adore ce film.
Donc des tests cliniques, on a les résultats en quelques mois, même si déjà au bout de 28 jours, on a déjà une bonne idée des effets. Et un jour, ta formule prend un tampon. C'est ça. Valide. C'est ça, validé. Enfin, après, et t'as des équivalences européennes, mondiales, comment ça passe? Après, tu sais, enfin, nous, en France, on a quand même un niveau d'exigence sur la qualité des cosmétiques qui est la plus élevée au monde, hein. Enfin, faut savoir. Enfin, il y a 2 pays dans lesquels les normes sont très fortes. C'est la France et la Suisse. Après, aux States, notamment, tu peux faire des produits cosmétiques un peu à l'arrache, ça passe, quoi. Tu vois, en France, c'est très normé, voilà. Donc nous, on a quand même un espèce de tu vois, d'épée de Damoclès énorme au-dessus de nous pour développer les produits. Donc on veut tout de suite des produits excellents, quoi. On va pas se perdre du temps à faire de la merde, pardon, mais on va tout de suite faire du bon travail. Et les tests que tu fais en marque blanche avec des partenaires, on te demande cette validation? Ou ça, c'est pour ta formule à toi? Non. Sous ta propre... C'est plus après, en fait, si tu veux, ça devient un argument commercial. Ok. Plus. Ok. D'accord. Donc 1 an de test en marque blanche, vous vous rendez compte que c'est finalement plus compliqué que prévu et vous décidez de lancer votre propre marque. Ça, vous le faites en 2016. C'est ça. On lance le business. Enfin, Nubiance, on 2015 avant. Ouais. Le mot Nubiance existe avant, mais le vrai tournant, c'est quand moi je quitte mon job chez le cabinet de recrutement, donc pas Michael Page, mais Nigel Wright, qui était un cabinet plus petit et duquel je suis parti en mai 2016. Donc jour 1. Alors, bien sûr, chômage, etc. Je me mets au chômage comme tous les entrepreneurs. Mais le trigger qui te fait poser ta dème, c'est quoi? Le trigger, c'est on m'a vendu. Ou ta RC. Ouais, on m'a vendu un projet qui était d'ouvrir un bureau à Dubaï, etc. Qui s'est pas fait. Donc je suis parti, tu vois, en très bons termes. Mais en tout cas, voilà, ça a été le trigger clairement pour lancer Nubiance. Puisque on avait déjà 2 ans de recherche et développement sur les produits. Donc je me suis dit, allez, c'est bon moment. Vous aviez des ventes ou pas encore? Ça commençait gentiment, tu vois, c'était pas encore la folie, quoi. Ok, tu pouvais pas te payer? Clairement pas. Ok. C'est pour ça que je me suis mis au chômage. Merci l'État français, s'il nous écoute, qui est d'ailleurs, je crois, le plus gros investisseur dans les startups, clairement, enfin, avec le chômage. Jour 1, je m'y mets, j'attends pas 6 mois, je pars pas en Thaïlande en mode backpack et tout, non, c'est direct. Et voilà, donc petit bureau à Boulogne-Billancourt, partagé avec François. Et Carole d'ailleurs, qui est son assistante. Voilà, donc moi je commence sur un petit bout de bureau, Nubiance, avec des idées plein la tête, zéro connaissance du marché, mais une grosse ambition et voilà une énorme envie de proposer une marque, voilà, comme ce qu'on a fait, quoi, en fait, comme ce qu'on fait actuellement. Alors il y a plein de choses à faire, il y a du packaging, il y a de l'image, il y a un site. Tu prends les choses dans quel ordre et comment tu les réalises? En fait c'est pas compliqué, hein. Enfin j'ai beaucoup appris déjà de François, de l'industrie. J'ai beaucoup interrogé des pairs, etc. Les emballages, etc. Tu t'apprends forcément. T'as ton façonnier. Donc nous, on a des façonniers. On en a 2 maintenant. Qui sont des gens qui fabriquent à façon tes produits. Donc tu leur donnes un cahier des charges et ils te le font. Voilà. Enfin, ça te coûte un certain prix. Et puis voilà, après tu pratiques c'est une relation commerciale B2B. Ensuite, tu vas avoir toute la partie marketing que je connaissais pas parce que je n'ai pas du sérail, donc j'ai dû apprendre un petit peu comment vendre des produits, tu vois, des cosmétiques. Donc parler à des dermatologues, parler à des pharmaciens. Les pharmaciens, c'est quand même une population particulière. C'est pas des gens. Alors certains sont très commerçants, d'autres sont très à l'ancienne. D'ailleurs, certains pharmaciens continuent à me payer en chèque. Donc voilà, dans Paris, tu vois, comme quoi. Et en fait, j'ai appris un métier clairement. Enfin, moi, j'ai appris mon métier sur le terrain, quoi. Voilà. Et alors, comment est-ce que tu aurais pu aller plus vite maintenant que tu as appris ton métier? C'est une bonne question. Quels sont les secrets les mieux gardés ou les Est-ce que aller vite, c'est aller bien, c'est aller loin? Je suis pas sûr. Pas forcément. Moi, je pense que j'étais au bon rythme. Ça fait quand même bientôt 10 ans que Nubiance, 8 ans que Nubiance a été lancé. Si j'avais pu, en fait, ce qui a vraiment accéléré le truc, c'est pas, on va y venir, mais c'est le Covid, hein. La digitalisation du business. Les premières années, vous faites 10, puis 50, puis 150 de mémoire. Ouais. C'est ça. 10 000 balles la première année, donc clairement pas assez pour me payer. On est encore sur un business, on se trompe dans les tailles des produits, on se trompe dans les tu vois, les galéniques, les parfums, on se trompe beaucoup, quoi. Enfin, je me trompe beaucoup. Les galéniques, c'est le ratio texture parfum, c'est le côté un peu sensuel ou pas d'ailleurs d'un produit.
Voilà, c'est tout ce qu'on met sur un produit pour que 90% des choix en fait des cosmétiques se font sur la galénique quasiment aujourd'hui. Enfin, les gens, ils se mettent un produit sur la peau, ils l'étalent un peu, ils le sentent et ils achètent. Il n'y a pas forcément, tu vois. Alors maintenant, il y a Yuka, etc., qui sont rentrés dans la course pour choisir un produit. Mais voilà, donc il a fallu apprendre tout ça. Ouais. Mais donc entre 2015 et 2020, Covid, enfin 2016, je sais plus quand tu quittes ta boîte, 2016 et 2020, 2015 et 2020, il y a une progression, il y a de l'apprentissage. Exactement, il y a une progression, beaucoup d'exports, parce que moi je viens de là et j'adore ça. Côte d'Ivoire, Gabon, Sénégal, on vend un peu partout, dans pas mal de pays africains, on commence au Maroc aussi. On a un très bon distributeur au Maroc, un autre en Tunisie, voilà, donc on commence à faire des bonnes touches. Et puis nos clientes cherchent nos produits, tu vois, en France. Il y a beaucoup de clientes qui voyageaient entre l'Afrique et la France, qui cherchaient nos produits et qui les trouvaient pas. Donc j'ai créé un site internet avec une agence dont je tairai le nom, mais une agence voilà sympa, hein, mais un PrestaShop un peu à l'ancienne, tu vois. Et je m'y mets quoi. Je m'y mets en mode, tu vois, from scratch quoi, vraiment de zéro, et on vend quelques. Elle est vraiment chiante cette mouche. Elle nous tourne autour depuis tout à l'heure. Elle apprécie la conversation, je pense, tout simplement. Non, elle a peut-être un mot à dire dans le podcast, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que PrestaShop nous a aidé à nous lancer. Mais on est passé après sur Shopify. On en parlera après certainement. Et 2019, donc on commence à parler aux pharmacies. Donc le PrestaShop, pardon, c'est en 2017. Donc là, on vend un peu sur Internet. On commence à se faire un peu au e-commerce, voilà, qui était vraiment pour moi nouveau. Enfin, t'avais jamais fait ça de ta vie? Jamais. Ouais. Et j'achetais même pas en ligne, tu vois. Moi, je préférais encore le côté, tu vas chez ton petit commerçant, tu vois, voilà. Et donc, 2019, on commence à parler aux pharmaciens. Donc, avec beaucoup de mal, parce que c'est pareil, ils nous voient venir avec, tu vois, moi, ils me voient arriver dans les pharmacies avec ma petite valise, voilà. Ouais, je vous vends des produits Nubiance, c'est pas connu, on n'est pas connu, on est personne, on est nulle part. Fallait quand même, voilà. Donc, ils ont misé sur ma sympathie et peut-être le fait que j'ai des marges intéressantes finalement, parce que les coefficients de marge sont importants pour les pharmaciens. C'est quoi les coefficients de marge qu'ils demandent ou qu'ils espèrent? Une grande marque, les grandes marques hein, comme Bioderma, Ducrel, La Roche-Posay, etc. Toutes ces marques-là sont sur des coefs à 1,3, tu vois, donc 30% de... Donc ils achètent 10, ils revendent 13. C'est ça à peu près, ouais, c'est ça à peu près. Donc taxe, c'est petit. Hors taxe. Ouais. Du hors taxe ou hors taxe. Hors taxe, donc 15 TTC. Ouais, c'est petit, mais c'est du volume. Moi, j'arrivais avec des coefs. Et t'es obligé de l'avoir. Personne ne rentre dans ta boutique si t'as pas un Bioderma. Exactement. C'est un peu ça clairement. aussi le. Ok. Clairement. Et ils ont fait un très bon travail et voilà. Et en fait, moi, j'arrivais avec des coefs plus intéressants parce que moi, je sacrifie un peu mes marges et je voulais rentrer partout, quoi. Donc j'étais assez, tu vois, assertif et je leur montrais, voilà, bah, si vous vendez mes produits, vous aurez tant de marge. Donc il y a eu les premiers succès. Tu le doubles, tu rajoutes 50%, c'est quoi? Ouais, ça grimpe vite. Après, on n'est pas encore. Non, je parle de leur coef de marge. Ah oui, nous on est sur des coefs à 1,8-2 quoi, okay. 1,8 voire 2. Okay. Donc ouais, tu doubles. Ouais, j'ai beaucoup accepté des choses qu'on devrait pas accepter parce que j'étais tout seul. Ouais, mais il y a un moment, il faut juste que ça avance. Voilà. Do things that don't scale, faire des choses qu'on ne peut pas pousser à l'échelle en lancement de start-up parce que ça sert ta marque, ça sert ton marketing, ça sert ta distribution parce qu'il faut y aller, quoi. Ouais, exactement. Donc voilà, la pharmacie ça commence à marcher. J'embauche ma première collaboratrice qui est toujours là d'ailleurs, Justine. Qui elle arrive dans un rôle un peu hybride. Elle fait les commandes le matin avec moi. On va les déposer à la poste avec notre baluchon. Tu vois, enfin, on est vraiment en mode start-up mais from scratch. Et on fait un peu de réseaux sociaux. Elle commence Instagram parce que moi j'y comprends rien. Enfin, j'y comprends. Si, j'y comprends quelque chose maintenant, mais à l'époque, j'y comprends rien. Je suis pas du tout branché à réseaux sociaux, etc. Donc elle lance un peu ça. Elle fait fait venir quelques influenceuses, etc. L'influence marche très bien pour nous aujourd'hui. On est chaud là-dessus.
Et elle touche un peu au site internet. Voilà, mais bref, on s'occupe quoi. Gros accès. Donc vous commencez quand même à distribuer à l'export entre 2015 et 2020 sur l'Afrique, ce qui était un peu le deal, enfin pas le deal, mais le package initial de votre association avec François. Ouais, c'est ça. 2020, Covid arrive, et là t'accélères sur le digital. Ouais. Parce que. Alors, je rentre, excuse-moi, je rentre du Mexique où je fête mes 40 ans. Je crois que je rentre le 28 février. Je suis resté du 12 au 28, je crois. Et le 17 mars, on commençait déjà à avoir des cas de Covid. Je me rappelle à l'aéroport, les gens étaient un peu paranoïaques. Au Mexique, pas du tout, tu vois, mais quand je suis rentré à Paris, c'était la parano totale. Et j'arrive, donc on arrive au 17 mars, je crois que c'était là où on a lancé le confinement, je crois, hein, ça. Et heureusement, voilà, donc j'avais commencé une petite levée de fonds avec des friends and family en Love Money, ce qu'on appelle Love Money. Donc je lève entre, on va dire, février à juin 2020, à peu près 1 million d'euros. Tu vois, pourquoi ? Parce que j'avais besoin de cash pour financer la croissance. On était en train de croître, hein, donc on était en train déjà de bien grandir. Mais j'étais pas encore à fond sur le digital. J'étais encore en mode de pharmacie, export, et puis digital, on verra quoi. Combien tu fais en 2020 ? 2021, tu faisais. 2021, j'ai fait 1 million 100, je crois. Ouais, c'est et ça. 2020, j'ai dû faire 500 ou 600K, okay. Tu vois. Okay. Voilà. Donc tu es en croissance, tu as besoin d'investir pour accélérer. Yes. Tu lèves des fonds. J'avais des fonds, voilà, c'est ça, c'est vraiment donc je dilue mon capital à 20%, je fais des BSAR, donc d'ailleurs je conseille à tous les start-upers de regarder cette solution, le BSAR, donc pour lever des fonds. BSA, plus loin, R, c'est AIR, c'est pas une paire de chaussures. Et donc ça m'a bien aidé, parce que finalement, les pharmacies, c'était compliqué, parce que les rendez-vous pharmaciens, on pouvait plus les prendre. Parce qu'à part vendre du gel hydroalcoolique et des masques, ils vendaient plus grand-chose. Et des tests Covid. Et l'export, c'était mort. Mais mort. Tu vois, enfin, genre, j'appelle mes clients. Non, le port, il est fermé. Le Maroc était un gros client pour moi, fermé. Je sais pas si tu as vu, le Maroc était vraiment fermé. J'étais au Maroc. Ah, d'accord. J'étais au Maroc le 17 mars, moi, en l'occurrence. D'accord. Et coincé pendant une semaine pour réussir à trouver un vol pour rentrer, quoi. Ah ouais, voilà, tu vois, c'était. Et ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Donc voilà, et donc là, grosse remise en question. Donc chacun chez soi. Donc je dis à ma seule collaboratrice à l'époque, écoute, reste chez toi, on verra bien, on va réfléchir, on va essayer de trouver des solutions. Et finalement, j'ai bien kiffé cette époque du Covid. J'aurais peut-être pas le dire, mais en tout cas, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a été un vrai accélérateur pour nous. On est rentré dans une phase un peu growth hacking. J'ai eu les services d'un growth hacker pendant quelques temps, qui m'a bien aidé, bien déniaisé. Je dis souvent le terme déniaisé parce que j'étais vraiment un niais sur le e-commerce. Et voilà, donc on commence à rentrer dans les problématiques comme ça. Donc Facebook Ads, Google Ads, référencement, SEO, SEA, enfin bref, tout ça. Et voilà, donc en fait, il me dit, passe sur Shopify. C'est mieux, c'est plus cool, on peut brancher Klaviyo, tout le stack technique qu'on connaît tous en tant qu'e-commerçant. Et voilà. Donc, ouais. Combien tu investis sur ton site ? Wow. Au début, 20 000 balles, je crois. 20 000 balles pour faire le passage PrestaShop Shopify, c'est ça ? Ouais. Sur un thème ? Ou un sur un thème Shopify dont j'ai plus le nom, mais c'était. Mais un thème en tout cas. Ouais. Ok. Mais par contre, je fais appel à une dev qui s'appelle Anaï, que j'embrasse aussi. Enfin, je pense qu'elle écoute le panier. Tout le monde. J'embrasse tout le monde. Moi, je suis. C'est l'été. L'amour, la bienveillance, le partage. Okay. Non, mais ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble, tu vois, donc elle est toujours avec nous. Hein. Ok. Et elle développe, elle fait des sites sympas, voilà. Écoute, tu auras certainement des demandes sur LinkedIn. Désolé Anaïs, si ton LinkedIn se remplit message. Juste je fais une avance rapide. Donc là, on est en 2020, tu passes de PrestaShop à Shopify. Aujourd'hui, en 2020, pardon, t'avais quand même fait de la croissance. Ouais, ça, hein, ouais. sur l'export et avec ce deal de base qui était François, il a la connaissance produit, toi, tu as la connaissance marché. R&D, ouais. On est 3 ans plus tard, 2023. Aujourd'hui, l'e-com plus Amazon, c'est 70% de ton CA. Tu as 200 points de vente en France, France métropolitaine, ouais. France métropolitaine qui représente 15% de ton CA. Et l'export, c'est
15%. 15%. Ouais. Donc, il y a quand même un switch qui se fait sur ton approche marché. Ça, c'est aujourd'hui. Hein. Ça, c'est aujourd'hui. Ouais. Mais entre 2020 et 2023, donc il y a quand même un switch qui se fait sur ton approche marché et tes personas et même ta strat où tu as fait de la croissance sur la France. Ouais. Aujourd'hui, le persona, bien sûr. Alors moi, je suis assez data-driven. J'aime beaucoup la data. Je m'en inspire beaucoup d'ailleurs. Enfin, tous nos produits sont inspirés par nos clientes. On fait des typeforms tous les 6 mois pour demander à nos clientes ce qu'elles aimeraient comme produit. Donc, on donne une liste de produits, elles les rank et on les fait. Voilà. Alors, pardon, je pose une question quand même qui est juste pour comprendre. C'est le genre de produit qu'on utilise pour traiter un sujet, une tâche, et ensuite on arrête, ou tu peux l'utiliser toute ta vie? Tu peux l'utiliser toute ta vie. En tout cas, donc toute ta vie peut-être pas, parce que je sais pas si. J'espère que l'ambiance durera longtemps, et je pense, mais voilà. Et je te le souhaite. Ouais. Mais donc tu traites, tu fais tes data driven et tu poses des questions tous les 6 mois à tes utilisateurs et trices. J'adore ça. Ouais. J'adore les avis clientes. Je les mets tous. D'ailleurs, sur Google, on en a quelques-uns. Je crois qu'on a un peu plus de 500 avis sur Google. C'est rare pour une marque cosmétique. Donc voilà, c'est important pour nous parce que c'est la transparence en fait. Moi, je suis très transparent et je dis souvent que je viens pas du sérail, donc j'ai besoin de me nourrir de ce que pensent mes clientes. Aussi bien en amont qu'en aval de la sortie d'un produit. Tu vois, en amont, je fais beaucoup j'interroge ma base, et en aval, je vais avoir les avis, quoi. Et même avant, pendant le lancement, ou juste avant, on fait tester les produits à un petit panel de clientes entre guillemets VIP. Qui nous donnent leur retour. Là, on a sorti un produit récemment qui s'appelle Mail Intime, qui est un soin unifiant pour la zone intime, zone du maillot, zone intime externe. Ça veut dire quoi, unifiant? Unifiant, c'est anti-tache. Anti-tache, parce que parfois on peut voir la zone du maillot un peu plus sombre suite à des boutons, suite à du rasage, à épilation. Ouais, des poils. Et des poils incarnés. Voilà. Donc, et on a beaucoup interrogé notre base. Mais du coup, la question que je te posais à la base, c'était ce switch où vous aviez bien développé le marché africain, et là, 3 ans plus tard, c'est à 85% marché français. Ouais. Et tu me disais, c'est parce que t'es data driven. Donc, qu'est-ce que ces data t'ont donné? Ouais, en fait, de toute façon, après, c'est le marché. Le marché a toujours raison. Tu suis ton. Je sais plus qui dit ça, mais il faut aller là où ton pain te mène. C'est un adage que j'aime bien. Et notre pain, c'est le marché français. Hein. Enfin, clairement, le Shopify, aujourd'hui, on vend beaucoup en France, pas mal en Belgique, pas mal au Dom-Tom aussi, même si aujourd'hui les frais de port sont quand même très élevés. Et en plus, nos clients sont taxés à la douane maintenant depuis 1 an en plus, de manière aléatoire. Donc ça, gros coup de gueule là-dessus. Donc heureusement, on commence à avoir pas mal de distributeurs au Dom-Tom pour switcher sur un modèle plus retail et moins e-commerce. Mais voilà, France, Belgique, Dom-Tom, grâce au e-commerce. Et le futur de l'international chez Nubiance, alors, il se situe où? Alors, il se situe beaucoup sur Amazon. On switch on va d'un sujet à l'autre, mais en tout cas, Amazon... pour nous, en tout cas, est très concluant. Tu l'as lancé quand? Il y a 2 ans, à peu près. 2 ans avec vraiment zéro stratégie. 2 ans avec zéro stratégie. Ouais. Comment est-ce que tu apprends? J'apprends avec des gens dont c'est le métier de vendre sur Amazon. Et je les embrasse aussi. Tu peux les citer. Hein, il y a Chris de Bionoble. Il y a Alexandre. Qui est basé donc avec... Noémie, ouais. Noémie, c'est ça, ouais. À Nice, Noémie, on n'arrive pas à trouver de date, mais on va la trouver, j'en suis certain. Je vous salue, Chris et Noémie, sur le panier. Et aussi avec, tu parlais d'Alexandre Escar? Ouais, Alexandre, ouais, bien sûr. On se fait des Brand Lab, super épisode du panier. Ouais, tout à fait. On se fait des points tous les mois sur, comment t'avances. Moi, je le brief sur Shopify et lui, il me brief sur Amazon. Et voilà, et je pense que c'est bien d'échanger un peu, tu vois, avec des sachants, avec des pairs. Ouais. Donc, tu as lancé il y a 2 ans. L'année dernière, vous avez fait combien sur Amazon? L'an dernier, on fait, sur la France uniquement, on fait 170 000 euros, je crois, donc à peu près 10 000 balles par mois, un peu plus peut-être. 170, il est TTC ou hors taxe? Il est TTC, c'est du revenu TTC. C'est quelque chose, hein, les taxes sur Amazon, c'est quelque chose. Hein, c'est un délire. Ouais, et encore plus à l'international. Ouais, c'est un délire. Et tu vises combien cette année? Cette année, on est parti pour faire 600. Là, on a déjà passé les 300 là, il y a quelques jours. C'est fat. Donc, tu passes d'à peu près 10 000 balles par mois à 50 000 par mois. Ouais. Okay. Avec une stratégie, parce que je suis parti de zéro et je suis parti en mode
allez. Pardon, attends, j'en ai fait une Marseillaise là. 10 000 hors taxes à 40 000 hors taxes. Ouais, c'est ça. Bah, x4. On embrasse Marseille aussi. Okay. Et on embrasse tout le monde. Et comment tu fais un x4 en un an sur Amazon? Une stratégie. C'est quoi ta strat? Bah déjà, c'est faire des belles pages. Des jolies pages produits. Donc nous, on a fait un vrai store Amazon avec des pages du contenu à plus. On investit beaucoup sur nos shootings. On passe en FBA, ça c'est important aussi. J'invite tous les e-commerce. Fulfillment by Amazon, c'est Amazon qui gère votre stock. Exactement. Voilà, donc on a zéro contact. Qui s'oppose à FBM, Fulfillment by Merchant. Mais maintenant que vous êtes des aficionados de la série spéciale Amazon, vous le savez tous, chers auditrices, chers auditeurs, évidemment. Exactement. Et je suis moi-même auditeur du panier. Donc, et d'ailleurs, le panier m'a beaucoup aidé. Enfin, je tiens à te remercier, Laurent. Cool. Voilà. Donc x4 en un an, tu me dis stratégie. La première de tes strats, c'est une belle page produit. Passer en FBA. Qu'est-ce que tu as appris sur la page produit? Qu'est-ce qui a fait la diff? Les photos, les contenus. C'est des packshots que vous faites en interne? Ou que tu fais avec une... Okay. Les packshots sont faits sur Omi. Je pense que tout le monde connaît. Très bien. Ouais. J'ai enregistré avec Hugo hier ou avant-hier. L'épisode sort c'est 1er septembre, je crois. Super. Donc Packshot Omi. Ouais, Omi. Ok. Omi est une boîte. Il y en a d'autres qui existent. J'ai plus leur nom je devrais les citer pour être honnête, pour être fair. Mais Omi.so, en gros, c'est une boîte qui vous permet de faire des packshots c'est simplement, vous envoyez un produit, le scan, ou vous envoyez des photos de produits et ils arrivent à le modéliser en 3D. Non, t'envoies tes produits. Alors tu peux aussi envoyer des photos ou des. Ok, je sais pas. Ouais. Mais c'est mieux d'envoyer son produit. Le scan est meilleur et du coup le produit est modélisé et ils ont un environnement qui vous permet de choisir des fonds, des mouvements, de l'ombrage, plein de choses et de créer du packshot à la volée et surtout du packshot très simplement, très rapidement. Et de suivre, par exemple, des marronniers et de faire un packshot rentrée, puis un packshot octobre, puis un packshot novembre, puis un packshot Black Friday, et ainsi de suite. Exactement. Et c'est pas, honnêtement, tu vois, quand tu fais un shooting, c'est quand même des grosses sommes. Ça va, c'est pas cher, tu vois. Enfin, c'est pas cher, entre guillemets, versus le service rendu, c'est quand même très raisonnable. Alors, ça fait partie des sujets qu'on aborde pendant l'épisode avec Hugo, qui est brillant. J'ai vraiment passé un super moment. Ouais. Il me disait en gros ton business model en SaaS en tout cas, il faut le revoir tous les 2 mois, tous les 3 mois quoi. Il faut s'attendre à ce que dans 3 mois au prochain trimestre il soit plus bon. Aujourd'hui, en tout cas à l'heure de l'enregistrement, le prix d'entrée c'était 30 balles par mois. Enfin c'est 30 balles par mois pour un produit et export, enfin packshot illimité quoi. Ok, bah je paye un peu plus cher que ça, mais mais t'as peut-être plus de produits. Oui, t'as peut-être, voilà, non, je dis le prix d'entrée. Ensuite, il a des clients à plusieurs milliers d'euros par mois. Pardon. Page produit Amazon. Page produit Amazon. Donc voilà, les photos, le contenu bien sûr, contenu à plus, j'encourage bien sûr à le faire. Tu peux nous expliquer ce que c'est pour ceux qui l'auraient raté? Contenu à plus, c'est le contenu. En fait, quand tu scrolles un peu ta page Amazon, t'as des photos où tu rentres plus dans le sujet. Tu peux mettre tu peux mettre de la vidéo. Tu peux mettre des photos un peu plus, moins pixelisées. C'est ce qui est juste après les strates produits liés à l'article, produits complémentaires et d'autres produits à découvrir. Tout à fait. Voilà. Tu fais du branding beaucoup parce qu'aujourd'hui, moi, on fait du branding sur Amazon. C'est plus une marketplace, tu vois, un peu cheap. Aujourd'hui, tu peux vraiment faire du branding sur Amazon et avoir ton store Amazon Nubiance. Et le plus important quand on lance un business sur Amazon, c'est les avis. Voilà, c'est quand tu lances un produit, c'est tout de suite tu le mets en Vine. T'attends pas d'avoir des avis voilà. Vine, c'est un programme en fait de demande d'avis. En fait, tu mets des produits gratuits à disposition des clients d'Amazon et donc ces produits vont partir en 2 jours parce que c'est gratuit. Et eux, ils sont tenus, c'est pas obligatoire, mais en tout cas, ils sont tenus de laisser un commentaire. Donc voilà, c'est souvent des commentaires qui sont titrés Club des testeurs Amazon. Voilà, donc c'est des avis qui sont souvent bien rédigés avec des photos. Et dès que tu as des avis, ton business il commence à décoller. Il faut mettre un peu de pub aussi. Mais... Il faut mettre un peu de pub et de mémoire, il faut être sélectionné. Tout le monde ne peut pas être en Vine, non? Si, je dis une bêtise. Bonne question. Ok, bon. Page produit, visuel, contenu à plus et achat média. Achat média, tu veux dire du trafic extérieur? Non, du retail média sur Amazon. Sponsorisé, je ouais, en sponsor, ouais. On fait de la. Tu dépenses combien?
Enfin, pour passer de 10 à 40, 50 000 par mois, ou plutôt de 170 à 600 000 sur Amazon, t'as une idée du budget que t'as? Ouais, je dépense à peu près entre 10 et 20 000 euros par mois de PPC sur Amazon, ce qui est encore très très raisonnable. Versus certains confrères qui font beaucoup plus d'argent que moi bien sûr sur Amazon, mais qui mettent des budgets assez colossaux. Ouais. Mais donc ça fait allez, je mets la moyenne à 15 et je l'augmente un peu. Allez, 200K sur l'année pour 600K de... C'est pas loin de ça, ouais. Non, okay. Et le 600, c'est du TTC? C'est du TTC, ouais. Ok, ouais. Donc c'est 500... et donc tu comptes pas les COGS. 200 pour 500. Ouais. Ouais. Donc t'as les COGS... ça reste rentable. Enfin, en tout cas, c'est. Non, mais j'imagine que t'es pas. Tu mets ton produit dans les mains. T'es pas en train de couler ta boîte. Non, je suis pas en train de. Non, mais en fait, tu mets ton produit dans les mains de consommateurs qui sont pas forcément, tu vois, au courant que t'existes. Il y a quand même 30 millions de passages, je crois. Enfin, en tout cas, je sais pas si j'ai les chiffres à jour, mais en tout cas, 30 millions. Il y en a beaucoup, en tout cas. Ouais, voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent. Nous, sur nubiance.fr, c'est un peu différent. C'est pas les mêmes clientes. Hein. Nous, nubiance.fr, on a quand même un panier moyen, je crois, à pas loin de 80 euros en TTC. On va avoir 4000 visites par jour. C'est cool. On a un taux de conversion à peu près à 2%. On n'arrive pas trop à faire décoller, mais là, je suis en train de travailler dessus. Mais voilà, c'est pas les mêmes clients, c'est pas le même panier moyen. Amazon, tu vas avoir la cliente ou le client qui va acheter pour 30-35 euros de panier moyen parce qu'elle va diluer son panier, elle va acheter des verres, elle va acheter peut-être une bouteille en verre, je prends les objets que je vois devant moi, mais elle va acheter une mouche, voilà, un petit micro, et elle va diluer son panier en fait dans plusieurs achats. Mais en tout cas, tu es content que ta marque se diffuse en fait via ce biais. Tu suis ton taux de marge Shopify versus taux de marge Amazon? Ouais. Tu peux me le partager? Ouais, bien sûr. En taux de marge, on doit être en marge brute sur Shopify. Je parle de marge brute, on doit être à 85% de marge brute. Marge nette, on doit être à peu près 35%, si je m'abuse. COGS, tu enlèves les COGS, tu enlèves les frais marketing, tu enlèves les frais d'agence et les Google Ads et Facebook Ads, qu'on fait pas mal. Sur Amazon, on a une marge, du coup, une marge nette à peu près, tu vois, à 40%, tu vois, 40-45%, ce qui est très très bien, tu vois. Enfin, ça me va, moi. Il y a peu de business aujourd'hui qui te garantissent ce niveau de rentabilité. Après, bien sûr, il faut pas non plus s'emballer, il faut contrôler ses dépenses, mais ça peut vite s'emballer. Hein. Oui, ça peut vite partir. Enfin, d'un mois à l'autre, en fonction de ton PPC ou en fonction de plein de choses. D'ailleurs, tes appros, on en parlait en introduction de cet épisode. Bien sûr. Non, mais et je te remercie pour le partage. Très riche. Non, je t'en prie, c'est normal. Tu partages facilement? Petite parenthèse. J'ai aucun problème. Pas ma femme, mais en tout cas, non, je partage facilement les chiffres comme ça, bien sûr. Pardon, j'ai mis. Elle ne partage pas. Non, il partage pas sa femme. Non. Oui, non, c'est ça, c'était une blague. J'ai compris. Maintenant. Non, bien sûr, je partage facilement. Je trouve ça normal. Tu vois, tu viens au panier, tu donnes un petit peu, quoi. Bah là, c'est très agréable. Tu sais que pour la première fois, je donnerai pas son nom, mais pour la première fois, il y a quelqu'un qui s'est rétracté après avoir enregistré. Un petit jeune en plus qui fait un super boulot, un boulot incroyable, et je pense qu'il y avait plein d'apprentissage, mais il trouvait qu'il partageait trop, peur de la concurrence, peur des copycats, peur des... Je maîtrise ce que je dis quand même, enfin je maîtrise, tu vois, je donne pas forcément non plus, mais enfin, le vrai truc qui pourrait faire que je me rétracte, et ce sera pas le cas, mais en tout cas, tu vois, je donne jamais mes prix d'achat, par exemple, tu vois, ton PRI, ton prix de revient industriel, tu le donnes jamais. PRI, prix de revient industriel. Ouais. Okay. Enfin, en tout cas, tu donnes surtout pas tes clients, parce que là, ils disent, enfin, surtout les pharmaciens, ils vont dire, oui, mais là, vous margez à temps, etc. Moi, je veux plus. Mais non, écoute, je peux même donner des trucs qui m'ont fait, notamment, j'ai un truc que je peux partager avec toi, c'est ce qui m'a fait vraiment décoller sur Amazon aussi. C'est pas que le PPC, c'est pas que d'avoir des belles pages, c'est aussi de faire de driver du trafic que j'achetais par mes Facebook Ads qui allaient sur mon site. Donc, des mails finalement que j'achetais sur des ads classiques qui arrivaient dans mes flows, donc sur Klaviyo. Quand tu leur envoies ces mails-là 3-4 offres qu'ils refusent d'acheter, qui sont pas forcément dans l'intention d'acheter, tu les renvoies vers ta boutique Amazon. Tu fais un flow qui les renvoie vers Amazon, voilà. Et ça, Amazon adore qu'on leur ramène du trafic extérieur. Et donc là, tu rentres dans une espèce d'algorithme vertueux, exactement. Et j'ai vraiment vu la différence quasiment, tu vois, enfin le jour et la nuit
tu vois, d'un jour à l'autre, quoi. Ça a été incroyable. Très très riche, merci infiniment. On va... Un autre apprentissage Amazon dont on n'aurait pas parlé. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Ne pas se prendre la tête avec les avis mauvais, négatifs. Ouais. Faut pas. Au début, ça me faisait. Faut y répondre. Tu peux pas y répondre. En fait, tu peux répondre au client directement, mais tu peux pas. Non, tu peux pas répondre, mais tu réponds quand même au client. Oui, tu peux parler à le client, tu peux lui demander de changer son avis, de le retirer. Enfin, pas le retirer, mais en tout cas de le modifier, parce que des fois, tu as des avis vraiment méchants. Pas justifié, mais au début ça tu fais attention, mais finalement après c'est dilué dans les avis, et maintenant on est plutôt bien noté. Donc après sur les cosmétiques, tu auras toujours il y a toujours une passion. T'as des gens qui sont avec Yuka, tu vois, qui se prennent pour des experts. Maintenant, d'ailleurs, on met les notes Yuka d'ailleurs sur Amazon, sur nos pages produits. On parle des notes Yuka. C'est de la transparence encore. Et on n'est pas si mauvais que ça sur tous les produits. Il y a des produits qui sont plus actifs et qui vont avoir une note un peu moins bonne. Mais le dernier produit qu'on a sorti, donc le Mel Intime, il a 100 sur 100 sur Yuka, donc on est plutôt content. Nice. 100 sur 100 sur Yuka. Comment tu l'appelles? Mel Intime. M-E-L. Mel Intime. Ouais, Mel Intime, comme mélanine intime. M-E-L-I-N-T-I-M, tout simplement. Voilà. Lubrifiant Mel Intime, 75 ml. Crème multi-réconfortante, zone intime et externe, anti-tache, soin après épilation et rasage, poil incarné. Ok. Donc c'est un produit qui a été développé, enfin, qui a été inspiré par nos clientes. J'ai une chef de produit qui est super, qui s'appelle Océane. Je la salue. Je l'embrasse aussi. Et en fait, on est parti, toujours pareil, hein, d'un Typeform, hein, et on a créé le produit, on l'a fait tester et on l'a sorti. Voilà, donc Mel Intime, c'est d'ailleurs un terme qu'elle a elle-même trouvé, donc bravo à elle. Cool. Je te posais la question initialement de quel était l'avenir de l'international pour Nubiance. Tu m'as parlé d'Amazon. Amazon vous sert à l'international? Yes, alors sur les 600K, quelle est la part de... 0, parce que pour le moment on n'est que sur la France. Ok. Donc là, je te parle vraiment de la France. On a ouvert Belgique, Italie, Espagne, UK. On est en train d'ouvrir gentiment, mais c'est dur parce que le coût d'acquisition il est cher. Et mon gros rêve non caché, c'est Q1, fin Q4, début Q1, lancer Amazon USA. Et là, c'est plus pareil, hein, c'est plus les mêmes investissements non plus. Mais le payback peut être très, très intéressant. Voilà, bon, pour le moment, on est fort en France. On développe, en fait, on POC, entre guillemets, on prouve notre concept en fait sur ce marché-là pour le dupliquer après sur d'autres marchés, dont celui des States. Ok. C'est un peu, pour moi, un rêve. Le rêve, c'est pas de retourner en Afrique? D'être plus présent en Afrique? Si, mais clairement. Aujourd'hui, l'export, c'est un sujet. Ça s'est tendu un peu avec le Covid parce que, forcément, tu vois, les voies logistiques se sont un petit peu tendues. Oui, bien sûr, c'est un rêve. D'ailleurs, on est en train de parler avec des gros distributeurs maintenant. On a une marque qui devient importante et intéressante pour eux. Voilà. Enfin, on a des produits adaptés, abordables. On est resté dans cette même logique. Tu vois, on n'a jamais voulu quitter ce pilier finalement. Enfin, ces piliers de notre business, hein, ça fait quand même 8 ans maintenant qu'on a lancé ça. Et voilà, donc on a envie d'y retourner, ouais, bien sûr. Mais il faut les bons partenaires. Faut les bons partenaires. Et donc, Moyen-Orient et États-Unis, et surtout lancement États-Unis l'année prochaine. Comment tu te lances aux États-Unis? J'en sais rien, j'ai pas encore fait, je peux dire. Non, mais quel est ton plan pour te lancer aux États-Unis? Je reformule. Bien sûr. Si, je le sais, j'ai quand même un peu étudié la question. Déjà, faut lever des fonds. Parce que c'est pas avec nos tu vois là, nos propres deniers qu'on pourra se faire une place. Je pense qu'avec une petite somme, genre entre 3 et 4 millions d'euros, tu peux déjà faire du bon travail et biler, et facturer au moins 10 ou 15 millions la première année sur Amazon USA. Je pense, hein, avec nos produits. La demande est là. On a déjà des clientes qui achètent sur notre Shopify, qui payent 30 € de frais de port parfois pour un produit. Hein, je l'ai vu. Donc le marché est là. Il y a une traction. Il faut juste trouver le bon match, mais on va le faire. Il y a des marques que je suis pas mal.
j'anticipe ta question, peut-être que tu le poses souvent la question à la fin, quelles sont les marques qui t'inspirent. Moi, j'aime bien la marque Prose, Prose, qui a un vrai carton aux States aujourd'hui, qui est parti en mode, je crois, Amazon, puis après ils ont fait Shopify et ça cartonne aujourd'hui. Donc c'est un modèle à suivre. Je vais commencer par Amazon. Mais rappelle-moi pourquoi tu lèves des fonds. Bah pour la com, enfin pour le PP, enfin la pub quoi, la pub Amazon, ça coûte très cher. Et si tu veux faire fort, enfin je veux pas être une marque, tu vois, qui va végéter sur un marché en plus qui est captif. Je veux surtout pas perdre de temps. Donc je pense qu'il faut t'as des marchés comme ça sur lesquels il faut investir. Et Amazon, en tout cas, je pense est la bonne option. On disait à une époque que les fonds d'investissement américains qui finançaient des startups finançaient en vrai, à l'époque Facebook, maintenant Meta et Google. Là, les fonds financent Amazon, quoi. Bah, en fait, moi, je fais partie de ceux... alors, je vais me faire des ennemis peut-être, et j'assume, mais je fais partie de ceux qui pensent qu'à la fin, il ne restera... 2m2, tu peux te faire plein de... Vas-y, à la fin, il ne restera qu'Amazon et Google. Enfin, je pense, tu vois, moi, je suis en tout cas pour le e-commerce. Quand je vois les courbes de croissance qu'on a, Shopify, j'adore, c'est très bien, mais tu vois, bon, jusqu'à quand? Enfin, je sais pas, en fait, personne n'a la réponse. Mais tu sors Meta? Quand tu dis il ne restera que Amazon et Google? Alors Meta, et je pense que c'est le cas pour pas mal d'e-commerçants, c'est beaucoup moins intéressant qu'avant. Les ROAS sont plus bas. Par contre, Google, ça marche très bien. Nous, on a des bons ROAS. On est à 6-7 de ROAS sur Google. Quand sur Meta, on va être à 2, quoi, à peine. Des fois, on a un ROAS négatif. Et ça me fout les boules, quoi. Quand je vois ça, je suis assez... Donc là, je revois un peu ma stratégie, d'ailleurs, Facebook Ads. Mais ouais, la conversion n'est plus la même. Je crois que iOS 14, alors je suis pas un pro, me challenge pas trop sur des trucs comme ça, mais je m'y intéresse pas mal. Mais tu vois, iOS 14 a pas mal froissé la remontée de data aussi, je crois, sur Meta. Voilà, il y a des choses qui se passent qui me font penser que Meta n'est plus tu vois, la ruée vers l'or comme ça a pu l'être notamment pendant le Covid. Ok, intéressant comme point de vue. C'est quoi ton point de vue à toi? Mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, faire de l'organique, c'est de plus en plus difficile, que tu es quand même pieds et poings liés par Meta, Google et Amazon de plus en plus, que le retail média explose. Donc en gros, il faut payer pour vendre. C'est pas déconnant dans l'absolu. Mais la part d'organique versus paid, à mon avis, baisse fortement, va continuer de baisser. Je pense qu'il faut pas priver, on a le droit d'être anti-Amazon, on a le droit d'avoir des valeurs, et je l'entends, et j'en ai aussi, pardon, je suis pas un cow-boy, mais passer à côté du premier magasin du monde, c'est quand même un peu con. Il y en a d'autres, et l'explosion des marketplaces au cours des 2 dernières années, vraiment, et il faut pas passer à côté non plus, il faut être disponible à un maximum d'endroits. Tu vois, je me dis souvent que il te faut ton WordPress, ton site de marque, pour parler de toi, parler de ta marque, c'est ton terrain d'expression de marque, plus les réseaux sociaux, évidemment. Limite, ton site devient vraiment anecdotique. Et ensuite, il faut envoyer vers Amazon pour vendre et pas se faire chier avec le stock. Voilà. Maintenant, t'es dépendant. Et le jour où l'algo change, ou le PPC augmente, enfin, tu vois, c'est compliqué. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, parce que j'adorerais revenir sur un modèle plus retail. D'ailleurs, on y va. J'investis un peu plus sur les. Je parlais que de digital, là. Je parlais pas du retail. D'accord, mais en tout cas, moins dépendre du digital pour favoriser d'autres canaux qui pour moi me sont chers. Enfin, le retail, c'est, tu vois, ça reste quand même. Tu vois, j'aimerais un mix. Tu vois, 50% e-commerce, 25% export, 25% retail France. Tu vois, j'aimerais bien ce mix-là. Maintenant, le fait est qu'aujourd'hui le digital est très fort pour nous et on travaille bien, mais il y a c'est Amazon, c'est très tentant quand on... C'est facile. Ouais. C'est voilà. Ensuite, non, c'est facile, mais il faut apprendre. Évidemment, c'est pas facile, mais voilà. Ensuite, sur le mix, je me suis jamais posé la question de quel était le mix idéal ou le mix que je pourrais souhaiter à mes clients ou partenaires. Je pense que
ma réalisation, on en parle souvent avec des copains dans l'e-com et que vous entendez, chers auditrices, chers auditeurs, à ce micro assez régulièrement. Mais je pense que tu as un plafond de verre qui va être en fonction des industries, des verticales, des secteurs, entre 5 et 10 millions sur le digital. Et que le retail est ton accélérateur pour de la notoriété, pour de la croissance, pour du volume. Et tu as des boîtes qui ont 2, 3, 4, 5 000 points de vente. C'est là-dessus que tu vas aller chercher tes points de croissance industrielle. Additionnels, pardon. Ouais, bien sûr. Et ton image. Et ton image aussi. Enfin, tu travailles beaucoup l'image en retail. Moi, je le travaille beaucoup en pharmacie. Tu vois, on dit qu'il faut à peu près 7 points de contact pour que ton client achète ton produit. Enfin, je crois. C'est ça, c'est les théories. Tu vois, enfin, le fait d'être présent en pharmacie, ça rassure. Tu donnes une bonne image. Le fait d'être présent sur Instagram, sur TikTok, qu'on commence actuellement, etc. Bah voilà, tu rassures, tu mets en confiance. Et puis, bah finalement, ouais, ton produit se vend, quoi. Le temps file. J'aimerais te poser une dernière question sur ton marketing et ta différenciation. Tu me disais quand on préparait cet entretien que pour toi t'es assez perfectionniste et que la science est au cœur du projet. Ouais. Et ça te sert dans ton marketing? Moins qu'avant. Okay. Moins qu'avant parce qu'on on a beaucoup vulgarisé. Voilà, tu sais, c'est dans le bon sens du terme. On a beaucoup vulgarisé notre discours. Il fallait, parce que tu vends pas sur Internet avec des mots trop techniques. J'en ai fait l'expérience, donc je peux t'en parler. Tu vas pas vendre un produit anti-tache en parlant de, tu vois, hyperpigmentation post-inflammatoire, etc. Enfin, c'est compliqué. Faut rester simple, faut rester, tu vois, court, simple, etc. Mais en tout cas, tous nos produits sont ultra backés par la science, par des brevets, etc. De mes fournisseurs, donc de Citeon aussi, beaucoup. Et on met un point d'honneur à mettre beaucoup de technologie dans le produit, ouais, bien sûr. Et tu m'as dit un peu plus tôt que tu avais bien marché en influence. Ouais. Raconte-moi ta stratégie, tes apprentissages, tes échecs. L'influence, c'est un délire, hein, l'influence. Enfin, moi, je suis pas du tout sensible à ça. Enfin, mais on a des influenceuses qui nous ont toujours suivis. Ça fait à peu près 3 ans qu'on a commencé, notamment, tu vois, avec Instagram et quelques influenceuses. Voilà. Je dirais que aujourd'hui, on met beaucoup plus d'input dessus. J'ai recruté d'ailleurs une social media manager, Cynthia, que j'embrasse aussi. Et voilà, donc depuis 1 an, qui fait un super boulot sur tout ce qui est Insta. Là, on vient de rentrer comme client chez Cold Square. Je pense que tu les connais aussi. Voilà, donc on a vraiment une vraie stratégie influence, social media. On continue à développer. Alors TikTok, j'ai encore du mal à le maîtriser. Ouais, j'ai encore un peu de mal. Je commence à comprendre. J'en sais rien en fait. Je suis déjà je l'ai pas sur mon téléphone, donc ça m'aide pas à comprendre le truc, tu vois. C'est la moindre des choses. Mais c'est vrai. Ouais, c'est clair. Mais ouais, on a essayé les TikTok ads. Ouais, bon, ça marchouille. C'est pas encore le pied, mais bon, on cherche, on va y arriver. Hein. Moi, je suis plutôt du genre à m'obstiner quand je trouve pas, donc on va trouver. Mais ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. On a bien réussi sur les Facebook Ads, qui je pense aujourd'hui c'est un peu une fin de parcours. On se recentre un peu plus sur le SEO peut-être, tu vois, du contenu plus organique, voilà. Et voilà. Donc il y a plein de learnings. Je pourrais t'en donner plein, mais je sais pas si on a assez de temps pour. Non, mais il va falloir qu'on fasse un catch-up parce que cette conversation était vraiment intéressante. Je te remercie aussi pour toute ta transparence. Avec plaisir. Et on pourra creuser. Qu'est-ce que tu me raconteras dans 1 an? Que j'aurai lancé les States, ouais, sur Amazon. Tu dis que tu peux faire 10-15 millions la première année, donc tu seras à 7,5 millions quand on sera à mi-juillet. Ouais. Alors si je lève des fonds. Il y a une accélération. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, ce marché est un marché énorme et on a envie d'y aller. Maintenant, si ça prend un peu plus de temps, ça prendra plus de temps, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Je te dirais qu'on a un peu embauché sur la partie digitale parce que on se renforce quand même. Vous êtes 12 actuellement. On est une petite douzaine, ouais. Quand je compte les freelances, ouais, tout mouillé. Voilà, et ouais, on continue une croissance gentille. Tu vois, c'est pas la grosse croissance, c'est pas la croissance, c'est une croissance maîtrisée. Je veux pas rentrer dans un truc trop fort, tu vois. Déjà pour des problématiques de stock, bien sûr, parce que c'est compliqué le stock, faut le financer, puis bon, voilà, on en a parlé.
Mais voilà, il faut y aller tranquillement. J'ai pas envie de recouper des historiques de chiffre d'affaires trop élevés non plus, parce qu'il faut montrer une progression. Donc voilà, j'y vais piano, mais j'y vais, quoi. Doucement mais sûrement. Vladimir, merci infiniment pour ton temps, c'était passionnant et surtout ta transparence. C'est toujours très très agréable, ta transparence maîtrisée, j'ai bien compris, comme ta croissance. Vladimir avec un W au début, Topalov, Topalo 2F. Si vous voulez continuer la conversation, vous le trouverez sur LinkedIn. Évidemment, allez faire un tour sur nubiance.fr pour visualiser tous les produits dont on vient de se parler depuis 1 heure, et sur Amazon d'ailleurs pour aller voir les fiches produits et en pharmacie de Nubiance, et en pharmacie. Près de chez vous, combien de pharmacies? 200 non, 200 points de vente à peu près en pharmacie, en France, métropolitaine, et autant Martinique, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion, voilà, via des distributeurs, des wholesalers en fait qui vendent dans des pharmacies, locales. Cool. Merci à vous toutes et tous d'être toujours présents et fidèles au panier. Et merci à toi, Laurent. Je vous dis à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.